Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait vibrer nos émotions lorsque l'on regarde une série ou un film, évidemment les plot twists, ou retournements de situation, pour les plus allergiques aux anglicismes. Alors donc, on connaît tous ces moments où tout bascule dans les fictions, où l'inattendu nous surprend et nous captive. Dans cette vidéo donc, nous allons explorer le monde des plot twists, en passant en revue les meilleurs, les plus mémorables, mais surtout et aussi les pires, ceux qui nous ont laissés perplexes ou déçus. Et j'aimerais donc ainsi vous présenter 3 types de plot twists en particulier qui sont à mon sens largement surutilisés dans le cinéma, parfois en bien, mais surtout en très mal. Et pour cela, je vais utiliser de nombreux exemples provenant de films divers et variés, et même quelques animés, mangas et autres jeux vidéo. Alors attention, on spoil. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour explorer les meilleurs et surtout les pires plot twists du cinéma. Selon moi, et pas que du cinéma, comme je viens de le dire. Bon, bon déjà, avant de commencer, il faudrait quand même répondre à cette question simple. C'est quoi un plot twist en fait? Tout simplement, c'est quoi un retournement de situation dans un film? En quelques mots, c'est lorsque l'intrigue est totalement remise en question, par une révélation ou un événement choquant qui va faire changer l'histoire de direction, ou encore qui va faire changer la perception qu'on a d'un personnage ou d'un autre. Par exemple, on va nous apprendre qu'un perso gentil est en fait un gros méchant pas beau. Une grande spécialité des films Disney modernes, hélas. On peut citer Zootopia ou La Reine des Neiges, entre autres. Cela peut également concerner des révélations choquantes et inattendues sur l'identité d'un personnage. Évidemment, là je fais référence à Dark Vador de Star Wars, qui est donc un exemple extrêmement parlant. Ça peut aussi être la mort surprise de quelqu'un qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il meure, tel que Ned Stark évidemment dans Game of Thrones. Bref, vous l'avez compris, un événement inattendu qui va surprendre le spectateur. Alors, maintenant qu'on a expliqué la définition, comment fait-on un bon plot twist en fait? Parce que c'est sympa de surprendre les spectateurs que nous sommes, mais il peut y avoir de bonnes surprises comme des mauvaises surprises, hélas. Et oui, les twists peuvent parfois tomber à plat, notamment lorsque le twist est prévisible ou au contraire totalement illogique et sortant de nulle part. Donc, quels sont les ingrédients d'un bon plot twist, d'un bon retournement de situation? Bien pour commencer, il faut le dire, il faut qu'il surprenne ou choque le spectateur. Déjà, bon. Et pour ça, faut que le scénariste arrive à mener ce spectateur, c'est-à-dire nous, sur une fausse piste, avant le dit plot twist. Bien évidemment, cela veut dire que le retournement de situation doit être crédible. Faut pas non plus que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. En général, la marque d'un bon plot twist est qu'il est possible de repérer des éléments qui le suggèrent, qui le foreshadow, lorsque l'on revisionne l'œuvre en question. Fight Club est certainement le meilleur exemple de ce dont je viens de vous parler, bien que je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce qu'on va en reparler au cours de la vidéo. Il y a également l'attaque des titans, qui est remarquable à ce niveau-là, je veux dire, bon. Vous pouvez relire le manga après chaque grosse révélation, et une multitude de détails qui vous étaient complètement passés au-dessus de la tête vous sauteront alors aux yeux, à tel point qu'on se dit, mais en fait, comment j'ai pas pu voir ce plot twist arriver, en fait? Pour finir, un bon plot twist doit avoir un impact sur les personnages et l'intrigue, sinon ça sert pas à grand-chose à part choquer l'audience gratuitement. Bon, maintenant que tout est clair, passons donc aux 3 types de plot twists qui sont, à mes yeux, les plus importants. Alors, le premier de ces 3 types n'est autre que ce qu'on va appeler très simplement le retournement de situation forcé. Donc le plot twist qui sort de nulle part et sans aucun indice avant-coureur. En gros, le twist qui sort du cul du scénariste, on va pas commencer à parler chinois. Donc le twist qui n'est clairement pas super crédible et qui existe juste pour choquer l'audience gratuitement. Un exemple évident de cela serait donc dans l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, ou Rise of the Skywalker, comme vous voulez. Bref, le dernier opus de la catastrophique postlogie Star Wars de Disney. Le truc avec cette trilogie, c'est qu'elle n'a pas du tout été programmée, ni même ébauchée. Les films ont été écrits au coup par coup, sans aucune vision globale, et ça donne une espèce d'ignoble truc informe qui raconte l'histoire de la résistance qui combat contre le Premier Ordre, pour sauver la galaxie. Dans le premier film, donc le réveil de la Force, on nous introduit des nouveaux méchants, notamment Kylo Ren, accompagné du suprême leader Snoke. Puis, dans le second volet, l'infameux Last Jedi, l'inénarrable Last Jedi même si je puis me permettre, Snoke est tué de nulle part par Kylo Ren, son apprenti, qui devient à son tour suprême leader. Voilà, bon. Et c'est clairement un problème, car on n'a plus de grands méchants disponibles pour le dernier film, Snoke s'étant fait, ouvrir comme je viens de le dire, et Kylo Ren n'ayant clairement pas la carrure pour endosser le rôle de grand méchant, surtout qu'il s'est fait essorer par Rey à la fin du premier film alors qu'elle n'avait jamais encore tenu un sabre laser de sa vie. Et c'est là qu'intervient le plot twist dont je veux vous parler, c'est-à-dire le fait que l'empereur Palpatine, censé être mort à l'issue de l'épisode 6, est en fait non seulement en vie, mais il est surtout le mastermind de tout depuis le début. Ok, alors bon. Pourquoi ce retournement de situation est l'un des plus mauvais de l'histoire du cinéma? Bon, laissez-moi vous expliquer. Déjà,
vous le voyez arriver, il y a quand même un gros manque de préparation dans cette révélation. Le retour soudain de Palpatine n'est pas du tout introduit ni foreshadowé dans les 2 films précédents de la postlogie. C'est juste une décision scénaristique désespérée de dernière minute, plutôt qu'un élément de l'intrigue planifié depuis le début, ce qui donne l'impression que les scénaristes ont été pris au dépourvu, voilà, une impression qui en réalité est... tout à fait véridique. De plus, la révélation de Palpatine comme antagoniste principal dévalorise la menace que représentaient Kylo Ren et les Chevaliers de Ren dans les volets précédents, dont l'importance diminue brusquement après cette révélation, puisque le bon vieux Palpa leur vole la vedette. Par ailleurs, le film ne fournit pas d'explication convaincante quant à la manière dont Palpatine a survécu après sa chute mortelle dans le retour du Jedi, sans parler du fait que la planète explose, bref, n'importe. L'absence d'une explication solide laisse de nombreuses questions sans réponse et crée une certaine incohérence, pour ne pas dire une incohérence certaine, d'autant que ce fameux retour de l'empereur Palpatine nous est révélé au détour d'une conversation. Il y a juste Poe qui débarque et qui dit on ne sait pas comment, mais Palpatine est de retour. Ouais, super. Merci beaucoup. Au revoir, merci, quoi. Mais il y a pire. Car oui, à la base des bases, la trilogie originale de Star Wars, et même la prélogie, en fait, était centrée sur l'arc narratif d'Anakin Skywalker, a.k.a. Dark Vador, qui, après avoir plongé dans les ténèbres, est finalement revenu du côté lumineux de la Force, afin de détruire Palpatine et ainsi rétablir l'équilibre dans la Force. Sauf que le retour de Palpatine annule cette conclusion satisfaisante et rend le sacrifice de Vador totalement inutile et caduque. Bref, on va s'arrêter là avec le cas Star Wars, vous avez compris qu'on était sur du au secours sur 20, hein, pour le coup. Alors, un autre exemple de plot twist sorti du néant serait le film Le Nombre 23, avec ce brave Jim Carrey. Bon, alors, rapidement, l'intrigue de ce film tourne autour de Walter, un mec qui lit un livre, tout simplement, et qui se rend compte que le protagoniste de ce même livre a exactement la même vie que lui, dont la vie tourne étrangement, justement, autour d'un nombre bien précis, vous l'aurez compris, le nombre 23. Et voilà, la lecture de ce livre fait littéralement perdre la boule à ce cher Walter, qui devient rapidement lui aussi obsédé par le nombre 23, au point de le voir partout en mode ultra paranoïaque. Il finit par voir entre guillemets le nombre 23 partout autour de lui, dans son passé, dans son quotidien, à plus large échelle même, hein, comme le fait que l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est de 23,5, bref. Cette identification tourne ainsi à l'obsession maniaque chez Walter, qui se lance alors dans une quête, donc pour savoir qui est cet auteur, qui le fascine, et avec qui il semble avoir tant de points communs, notamment l'influence du nombre 23 sur leur vie respective, ça vous l'avez compris. Bon, dit comme ça, le scénario apparaît comme assez palpitant, et on se demande vraiment quel est le fin mot de l'histoire. Et justement, le plot twist est qu'en fait, c'est Walter lui-même qui a écrit ce livre, et qu'il a tout simplement oublié qu'il l'a écrit. Voilà pourquoi la vie du protagoniste du livre est si similaire à la vie de Walter, puisqu'il en est lui-même l'auteur. Alors bon, ok, là c'est du foutage de gueule en bande organisée. Je sais pas comment le dire autrement. Mais attends quoi, on se tape 2 heures de film pleines de tension, tout ça pour qu'en fait ce soit lui qui ait écrit le livre. Je veux dire, à un moment faut arrêter les conneries, c'est d'une faiblesse scénaristique absolument affligeante. Mais après bon, fallait pas trop en demander du réalisateur de Batman et Robin, hein. J'ai nommé Joel Schumacher. Allez, un dernier petit exemple de retournement forcé avec Sweet Girl, le récent thriller de Netflix. Alors, le plot twist de ce film est tellement ridicule que le film en est devenu viral, hein, c'est devenu un mème. Hein. On est vraiment au ras du sol de l'écriture de scénario, là. Faut pas trop demander. Là, on est vraiment au ras des pâquerettes, là. En surface, donc, c'est un simple thriller basique qui se concentre sur la vengeance d'un mec, Ray, joué par Jason Momoa, donc El Famoso Aquaman, El Famoso Khal Drogo, et de sa fille Rachel. Donc, il traque les responsables de la mort de leur femme et mère, qui est morte d'un cancer après que les médicaments qui auraient pu la sauver ont été retirés du marché. Bon, il leur arrive plein de trucs, et Ray se fait même poignarder à la fin de la première partie, mais il survit. Bon. Puis l'intrigue fait un bond de 2 ans, et les deux sont toujours en train de comploter contre Big Pharma et le mec responsable de la mort de madame. Rien d'anormal à l'horizon, hein, me direz-vous. Du moins, jusqu'à la 3e partie du film, au cours de laquelle on apprend que Ray est en fait mort depuis au moins 1 heure de film, durant la première partie où il s'était fait suriner, et c'est en fait sa fille Rachel qui est devenue dissociative, bref, qui imagine que son père est encore là alors qu'elle est seule. Ils ont voulu nous la mettre à la Gravity, sauf que ça n'a strictement aucun sens. On voit par exemple Ray foutre une raclée de ses morts à une bande de mecs balèzes tout au long du film, mais c'est juste impossible que ce soit Rachel, avec son gab de Minimoys, qui ait pu faire ça. Ce plot twist, c'est vraiment le parfait exemple d'un film qui veut tellement choquer le spectateur avec un retournement inattendu qu'il chie complètement sur toute logique et même sur sa propre intrigue. Ce film ne vaut pas un Dothraki, désolé pour Khal Drogo. Bon, quittons un peu les bas-fonds du cinéma pour revenir sur un film dont j'avais déjà brièvement parlé, et bien, évidemment, Fight Club. Et de son plot twist qui, lui, est parfaitement amené, et est,
en ce qui me concerne, l'étalon absolu en termes de retournement de situation bien écrit, notamment en raison de la manière dont il est foreshadowé depuis le début. Pour rappel, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le foreshadowing, c'est le fait de lâcher des petits indices discrets avant le plot twist. Ces indices sont dissimulés dans les dialogues, la narration et même la mise en scène. Tout au long du film, donc Fight Club, le narrateur, surnommé Jack par les fans, est établi comme un personnage narrateur, qui a un rapport relatif avec la réalité. Bon, le protagoniste est donc un homme mou, insatisfait, insomniaque, consommateur invétéré, voilà, qui souffre, sans le savoir, de la société de consommation, justement, aseptisée dans laquelle il vit. Mais voilà, notre ami fait la rencontre fortuite d'un type mystérieux, nommé Tyler Durden, joué évidemment, comme tout le monde le sait, par Brad Pitt, qui, lui, représente tout ce qu'il aimerait être, c'est-à-dire viril, plein d'assurance, éloquent et surtout prêt à l'action. Les deux compères commencent donc à former un club secret, le Fight Club, où les membres se battent pour échapper à leur vide existentiel et retrouver leur masculinité perdue. D'ailleurs, il faut le dire, c'est un des films les plus visionnaires qui soit, mais bon, est-ce qu'il fallait en attendre moins de David Fincher excellent réalisateur s'il en est. Bref, ce club de combat clandestin évolue rapidement en un mouvement anarchiste plus large, donc dirigé par Tyler, remettant en question la société de consommation et la mentalité conformiste qui en découle, tandis que la relation entre Jack et Tyler devient de plus en plus complexe et confuse. Et on en arrive finalement au plot twist majeur de l'intrigue, qui révèle que Jack et Tyler sont en fait, et en réalité, la même personne. Deux facettes de la même personnalité, Jack souffrant de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui entraîne une série d'événements chaotiques, et la réévaluation de la réalité par le personnage principal. Bon, pourquoi ce twist qui semble sortir de nulle part est excellent ? Alors que ceux que j'ai précédemment cités sont éclatés au sol. Premièrement, il est clair dès le départ que le protagoniste souffre de troubles mentaux et qu'il a une perception altérée de ce qui l'entoure. Cette instabilité narrative prépare le terrain pour des révélations inattendues. En plus de cela, le réalisateur David Fincher a incorporé de nombreux indices subtils tout au long du film, afin de préparer les spectateurs à la révélation finale. Ces indices incluent des dialogues, des images furtives et des détails visuels qui suggèrent la dualité de Jack et de Tyler. Le film explore également et de manière convaincante les thèmes de la schizophrénie et de la dissociation de la personnalité. Les indices visuels et narratifs sont cohérents avec ces thèmes, ce qui rend la révélation crédible sur le plan psychologique, d'autant que, une fois que le twist est révélé, les spectateurs peuvent réfléchir à l'ensemble du film et revoir certaines scènes sous un nouvel éclairage, notamment certaines interactions entre le protagoniste et Marla, qui prennent alors tout leur sens. Cela incite donc à une relecture, à une revision et à une réinterprétation fascinante de l'histoire. Mais le twist de Fight Club ne se borne pas à n'être juste qu'une simple astuce narrative, et c'est ça qui fait sa force. Ce retournement explore des thèmes profonds tels que l'aliénation, les dégâts de la société de consommation sur les hommes, sur les hommes lambda, la lutte contre l'identité personnelle de la société moderne et la folie qui en découle. La révélation de la dualité du personnage principal sert à renforcer ces thèmes et à donner un sens plus profond à l'histoire. Il permet donc une réflexion sur la société moderne, puisque le film met en lumière les frustrations et les mécontentements d'une génération d'hommes confrontés à un monde impersonnel et matérialiste. Le twist de l'identité du narrateur rappelle au spectateur que la lutte contre la conformité et la quête de sens peuvent prendre des formes extrêmes. Bref, vous l'aurez compris, c'est un twist extrêmement crédible, cohérent et surtout sensé. Voilà, merci David Fincher. Et mon amour pour Fincher n'a d'égal que ma haine pour Christopher Nolan, dont je conchis généralement la filmographie, mais si je devais vous donner un autre exemple de plot twist de qualité, eh bien je pense que le premier film de Nolan, justement Memento, serait un excellent candidat. Le film donc suit Léonard, un mec qui souffre d'amnésie antérograde, donc en gros depuis la mort de sa femme, le pauvre bougre perd ses souvenirs toutes les 15 minutes, et il est ainsi incapable de fixer de nouveaux souvenirs, ce qui est un peu embêtant, d'autant que Léonard a pour but de retrouver le meurtrier de sa femme, ce qui est un peu chiant lorsque ton cerveau fait un reset toutes les 15 minutes, ce qui a donc forcé notre ami à se tatouer les infos les plus importantes pour mener à bien sa quête de vengeance sur son corps, afin qu'il puisse rapidement se situer après chacune de ses pertes de mémoire. L'intrigue du film est non linéaire, et on suit le bon Léonard lancé à la poursuite du fameux meurtrier. Sauf que, et c'est le plot twist, en fait, Léonard a déjà tué l'assassin de sa femme depuis belle lurette bien avant le début du film, sauf que, à cause de son amnésie, il n'arrive tout simplement pas à s'en souvenir, et ça fait maintenant des années que Léonard est devenu un serial killer qui tue aléatoirement d'autres criminels en se persuadant toujours que c'est le meurtrier de sa femme qu'il traque. En fait, cette vengeance est tellement devenue sa raison de vivre que, comme il oublie le fait qu'il l'ait fait, il est bloqué dans un cycle de violence et de vengeance infini, et recommence à chaque fois en butant un autre mec. Et même lorsqu'il apprend tout ça
à la fin du film, eh bien, Léonard décide de falsifier lui-même les preuves afin de pousser le Léonard amnésique de dans 15 minutes à continuer à croire que le meurtrier est toujours dans les parages, car sinon sa vie n'aurait plus aucun sens. Je veux dire, voilà, si ça c'est pas un plot twist brillant, je sais pas ce que c'est, hein. Et pour me pousser à dire du bien d'un film de Nolan, faut y aller, hein. Faut y aller. Allez, finissons ce chapitre avec un dernier exemple de plot twist qui sort de nulle part, mais qui marche quand même, et il s'agira donc d'Avengers Endgame. Je suis loin d'être un fan du MCU, hein. Bon, ça c'est une évidence, mais bon, faut parfois rendre à César, hein. Alors, dans Infinity War, on a donc ce brave Thanos qui assemble le gant de l'infini et claque des doigts pour faire disparaître la moitié de la population au calme. Bon, on s'attend ainsi naturellement à ce que le reste des Avengers traque Thanos durant le film et que ce soit l'intrigue d'Endgame, sauf que non, pas du tout. Voilà, Thanos se fait soulever direct dès les 20 premières minutes du film. Mais voilà, ça ne résout pas du tout leurs problèmes, et les survivants se retrouvent à devoir accepter d'avoir échoué, avant d'enfin trouver une autre solution. Alors, pourquoi ce plot twist marche en dépit du fait qu'il sort de nulle part ? Tout simplement, parce qu'il donne quand même aux spectateurs que nous sommes ce que nous attendions, mais de façon totalement inattendue. Parce qu'on s'attendait tous, il faut le dire, à ce qu'ils aillent traquer Thanos pendant 2 heures, mais on s'attend pas du tout à que ce soit torché en 20 minutes, ce qui rend la perte subie encore plus douloureuse, car le bad guy a été vaincu, mais finalement il a gagné. De plus, le twist a un énorme impact sur les personnages, puisqu'ils ont le méga seum d'avoir servi à rien, et cela permet à l'intrigue de prendre une nouvelle direction naturellement, avec tout le côté retour dans le passé qui est extrêmement crédible grâce au plot twist. Vous m'entendrez pas souvent dire du bien du MCU, mais bon. Mais là, clairement, c'est plutôt bien écrit. Et voilà, et si je devais donner une petite mention honorable en termes de plot twist sympatoche et bien écrit, bien amené, il y a quand même, Shutter Island, qui est tout à fait correct, et même plus que ça. Bon allez, je crois qu'il est grand temps pour nous de passer au second type de plot twist, j'ai nommé le Deus Ex Machina. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles, qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalyse, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. En gros, le Deus Ex Machina, c'est un type de plot twist qui va sauver in extremis un personnage qui est sur le point de crever. Souvent de façon artificielle et par pure chance, voilà. Ce retournement a pour but principal de régler un conflit rapidement, c'est clairement un procédé dramatique un peu cheapos, venant résoudre comme par magie le problème des héros. C'est souvent utilisé comme la solution à ce qu'on appelle une impasse scénaristique, où le problème est si extrême que rien dans le cadre établi ne suggère qu'il y ait un moyen logique pour les personnages de s'en sortir. Si, par exemple, je vous le donne en mille, une bombe est sur le point d'exploser, quelqu'un va trouver un abri anti-atomique à portée de main. Ou pire, un frigo, pour vous donner un exemple un peu Indiana Jonesque, si je puis me permettre. Ou encore, si un protagoniste tombe d'une falaise, on va trouver un robot volant qui va apparaître soudainement pour le rattraper, bref, voilà. L'occurrence la plus connue de ce twist se trouve sans nul doute être à la fin du 3e volet du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le Retour du Roi, où des aigles géants débarquent de nulle part afin de sauver les miches de Frodon, out of nowhere, Je ne m'étalerai pas sur le sujet puisque tout le monde en a déjà parlé, mais voilà, vous voyez de quel type de retournement il s'agit, et ce n'est pas les exemples qui manquent, croyez-moi. Alors déjà, dans le film Superman de 78, le Deus Ex Machina survient lorsque Superman vole autour de la Terre à la vitesse de la lumière en sens inverse pour remonter le temps. Voilà, cette action qui n'est pas forcément logique selon les lois de la physique, est utilisée pour inverser une catastrophe imminente et ainsi sauver Lois Lane.
Voilà, c'est un peu trop simpliste et surtout très peu satisfaisant. Ensuite, dans Jurassic Park, le Deus Ex Machina survient lorsque le T-Rex apparaît soudainement pour sauver les protagonistes en attaquant les raptors. Cette apparition inattendue du T-Rex sort de nulle part, littéralement, car les personnages n'avaient aucune idée de sa présence à proximité, malgré sa taille imposante. Je veux dire, au début du film, on nous montre bien que à chaque fois qu'un T-Rex fait un pas, il y a limite toute la création qui commence à trembler, et vous êtes en train de me dire que le mec il peut apparaître comme ça, limite dans le dos, quoi, en mode backstab, sans que personne n'ait pu le voir arriver, ou même le sentir arriver, ou l'entendre. Non, faut arrêter de nous prendre pour des coins à un moment donné. Voilà, Spielberg il est sympathique, mais non. Non. Bon, et pour finir avec les exemples, dans l'adaptation cinématographique de La Guerre des Mondes de 2005, avec ce brave Tom Cruise, les extraterrestres qui envahissent la Terre sont finalement vaincus par un Deus Ex Machina, forcément, puisque leur système immunitaire est vulnérable aux bactéries terrestres. Ça sort de nulle part, ce n'est pas foreshadowé, au revoir merci. Bon, alors, la pire occurrence de Deus Ex Machina, cela dit, se trouve être dans le film Signe, de l'infameux M. Night Shyamalan, qui est un peu le boss de fin des plot twists capillotractés, voilà. Depuis le sixième sens, le mec, il en peut plus, quoi. Voilà, le sixième sens, effectivement, avait un très bon plot twist, et depuis ce jour-là, c'est bon, là. Bah, je dis ça, mais M. Night Shyamalan, c'est pas forcément le réalisateur que je déteste le plus, loin de là. J'aime beaucoup, d'ailleurs, sa trilogie Unbreakable, voilà, avec Glass et Split, voilà. Pas mal comme trilogie, mais bref, je m'éloigne. Revenons à Signe, qui lui, par contre, est un film qui est pas terrible. Donc, dans Signe, Mel Gibson et sa famille sont témoins de l'envahissement de la Terre par une race d'aliens avancés, avec des méga vaisseaux et tout le tout-team. Et, manque de peau, leur maison se fait rapidement cibler par ces extraterrestres. Le film monte petit à petit en tension, alors que la famille essaie désespérément de repousser leurs assaillants. Le spectateur, donc, tenu en haleine pendant quasiment 2 heures, voilà quoi. Du moins jusqu'à ce que les aliens, qui sont censés être des êtres supra-intelligents et bien plus en avance technologiquement que les humains, se fassent stopper par une porte en bois et de l'eau du robinet. Alors ok, les extraterrestres sont vulnérables à l'eau. Voilà, bon, c'est un peu comme de l'acide pour eux, une seule goutte suffit à les faire fondre. Et c'est là où on se dit, ok d'accord, ça aurait été peut-être pas mal qu'ils réfléchissent à ça avant d'attaquer une planète en majorité couverte d'eau. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on devrait craindre ces bolosses de l'espace, en fait? Je veux dire, ils ont 3 faiblesses majeures et facilement accessibles. L'eau, le bois et les objets contendants. Parce que oui, objets contendants. Parce qu'on voit Joaquin Phoenix partir en mode full Joker sur un pauvre petit alien, un pauvre petit homme vert, à coups de batte. Je veux dire, vous êtes sûr qu'ils sont en avance technologiquement par rapport à nous? Je veux dire, qu'ils se fassent battre par de l'artillerie lourde ou des bombes nucléaires. Ok, vas-y, si tu veux, voilà. On demandera à Oppenheimer. Mais je veux dire, par un simple bâton... C'est un peu complexe. C'est une civilisation avancée. Comment peuvent-ils se faire game over par de l'eau et un bâton? Je veux dire, non. Négatif. C'est trop, là. Excuse-moi, M. Night Shyamalan, mais c'est ridicule. Cela dit, le Deus Ex Machina n'est pas forcément obligé d'être quelque chose de mauvais. Il y a des instances où, lorsque cela fait sens thématiquement, ça fait mouche. Le meilleur exemple de cela est pour moi, Training Day, d'Antoine Fuqua. Alors, j'ai beau détester les films de Fuqua en général, Training Day fait quand même partie de mes films préférés, voilà. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo sur Training Day, si jamais ça vous intéresse, allez la visionner. Bon bref, et son principal plot twist y est pour beaucoup. Le truc intéressant avec ce retournement, donc dans Training Day, c'est qu'à première vue, il a l'air un peu merdique. En gros, le protagoniste joué donc par Ethan Hawke, un jeune flic qui débute sa carrière nommé Jake Hoyt, donc, se retrouve la tête dans la baignoire d'un gang mexicain Oméga Déter qui veulent lui faire sauter la pastèque à coups de fusil. Oh, bon ça arrive, écoutez, ça peut arriver. Mais miraculeusement, le chef de gang, donc Smiley, découvre que Jake a dans sa poche un petit portefeuille tout rose et tout mignon qu'il reconnaît car il appartient à sa petite cousine. Ouais, c'est trop choupi. Ne comprenant pas exactement ce que le portefeuille de la petite fout dans la poche d'un flicaillon, Smiley décide d'aller au bout de l'affaire et donc décide d'appeler sa cousine sur place, donc, qui lui révèle que Hoyt l'a en réalité sauvé d'une agression plus tôt dans le film. Apprenant cela, eh bien, Smiley décide finalement d'épargner Hoyt et le laisse partir. Donc, comme je le disais, de prime abord, ce twist paraît complètement tiré par les cheveux. Je veux dire, Hoyt sauve une meuf random dans la ville de LA, donc Los Angeles, qui compte pas moins de 3,8 millions d'habitants. Et il s'avère que cette nana est liée au gang des mecs qui vont tenter de lui faire péter le caisson 5 heures plus tard. Ok, bon, c'est pas très crédible, ça on va le dire. Bon alors c'est bon, on dit que c'est de la merde et que c'est du Deus Ex Machina paresseux et on passe à un autre film? Eh ben non, justement. Car ce twist, à l'apparence merdique, est en réalité proprement génial thématiquement parlant. Alors laissez-moi vous expliquer. Training Day est un film qui dépeint 2 visions fondamentalement différentes de la vie
dans son intrigue. Alors, déjà, on a Alonzo Harris, joué bien évidemment par Denzel Washington, qui est donc un vétéran de la police de Los Angeles, donc un inspecteur des stupes, qui prend Jake Hoyt sous son aile afin de lui apprendre les ficelles du métier, lors de sa première journée en tant que recrue. Cependant, au fil du film, eh bien, Jake découvre que les méthodes d'Alonzo sont controversées, voire corrompues, ce qui entraîne des tensions et des conflits entre les deux personnages qui ont une vision du monde totalement et radicalement opposée. Alonzo Harris, donc, pense que le monde est pourri, et qu'il faut devenir un monstre pour combattre les autres monstres. Et donc les criminels en l'occurrence, alors que Jake Hoyt, au contraire, pense que le monde est bon et qu'il doit se démener pour servir autrui tout en restant dans le droit chemin, parce qu'on ne peut pas combattre le mal par le mal. Donc le fait que l'acte de bravoure et de bonté gratuite de Hoyt en sauvant la jeune fille, donc la jeune fille des Hillside, du gang des Hillside, au début du film, donc acte qu'Alonzo qualifiait justement de stupide, le fait que tout ça, ça lui a finalement permis de s'en sortir, montre bien que Hoyt avait raison finalement. Et au niveau des thématiques du film, ça a carrément du sens, et cela rend ce Deus Ex Machina finalement très efficace. Et on passe au troisième et dernier type de plot twist, qui est donc le twist vilain, donc je sais pas exactement comment le dire en français, bref, le méchant révélé, le gentil qui finalement est méchant, bref, bon voilà. Vous l'avez compris, c'est une grande spécialité de Disney, hélas. En gros, c'est quand l'identité du méchant est gardée secrète jusqu'à la fin de l'intrigue, afin de provoquer une surprise un peu cheapos. Souvent, soit le mec devient méchant de nulle part et c'est de la merde, soit il n'y a pas assez de fausses pistes ou d'autres coupables potentiels pour brouiller les pistes, et c'est tellement évident que finalement c'était le méchant depuis le début, et c'est de la merde. Voilà, donc c'est un peu complexe comme twist, c'est sûr. C'est très clairement le type de twist que je déteste le plus personnellement, et ce pour plusieurs raisons. La première, déjà que c'est trop prévisible bien souvent. Les twists vilains sont devenus assez courants dans la fiction, ce qui signifie que les spectateurs que nous sommes, peuvent commencer à anticiper ce genre de révélation à des kilomètres. Si le public devine facilement qui sera le méchant caché, le twist perd de son efficacité, et peut même sembler cliché. Ensuite, dans certains cas, les twists vilains peuvent altérer de manière incohérente la caractérisation des personnages. Les personnages qui semblaient précédemment sympathiques et compatissants peuvent être révélés comme étant des méchants, sans qu'il y ait eu aucun signe préalable de leur malveillance. Voilà quoi, t'as l'impression que c'est pas du tout les mêmes persos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas les polars et les fictions policières en général. En fait, la seule série policière que j'aime bien, c'est Columbo. Et oui, car la série fonctionne sur le concept du reverse whodunit, c'est-à-dire que le spectateur sait dès le début qui est le meurtrier. Et le suspense, ce n'est pas de savoir qui a fait le crime vu qu'on le sait dès le début, non, c'est de savoir comment Columbo va parvenir à le coincer. Aussi, ça permet de développer le méchant du début jusqu'à la fin, sans le faire totalement changer de personnalité pour le simple plaisir du twist. C'est vraiment un twist de merde en fait, parce qu'il s'ensuit logiquement une perte de complexité des personnages en les divisant de façon manichéenne en bons et méchants, avec une simplification à outrance de leur dynamique. Cela peut nuire à la complexité et à la nuance des personnages, ce qui peut particulièrement être problématique, ça c'est certain, si le personnage méchant entre guillemets était initialement bien développé. En plus, si un twist vilain débarque à la toute fin de l'histoire, cela peut dévaloriser le méchant principal qui avait été présenté précédemment. Le méchant principal peut sembler moins menaçant ou moins important, une fois que le véritable antagoniste est dévoilé. Le pire exemple étant dans Naruto, avec Kaguya qui tue Madara out of nowhere et qui prend sa place alors qu'on se bat littéralement les couilles d'aile. Rendez-nous Madara, putain. De toute façon, s'il y a besoin de citer des exemples de twists vilains éclatés, faut juste demander à Disney, ils ont largement de quoi faire. Je pense notamment à Hans, donc dans La Reine des Neiges, dans Frozen, qui est littéralement la personne la plus normale qui soit tout au long du film, pour devenir finalement, et sans crier gare, un meurtrier sanguinaire dans les 15 dernières minutes du film. D'absolument nulle part. C'est un peu con. Ou par exemple, dans Big Hero 6, enfin les nouveaux héros en version française, on a Robert Callahan, donc aka Yokai, qui est certainement en fait légèrement pire que Hans, parce que en plus de tout ça, ses intentions ont encore moins de sens. Donc ça fait un peu chier. Et ensuite, passons à Zootopia, et donc à Dawn Bellwether, c'est ça ? Bref, l'espèce de brebis, là. Alors, ses intentions sont un peu plus crédibles que Yokai, sauf que là, c'est le pompon d'un point de vue développement de personnage, puisqu'il n'y a aucune transition entre sa personnalité, entre guillemets gentille, et sa personnalité, entre guillemets méchante. Elle passe d'un coup, lors des 10 dernières minutes du film, de gentille brebis à super vilaine psychotique, d'un seul coup, bref, ça n'a pas le moindre sens. Et au niveau des twists vilains qui sont grillés à 100 000 km, le pire exemple serait sans doute celui d'Adachi, donc du jeu Persona 4. Alors écoutez, je sais que Persona 4 est une vache sacrée du RPG japonais moderne, mais voilà, il y a un moment où il faut quand même dire les termes. Adachi est explosé au sol. En gros, l'intrigue de Persona 4 se focus sur un groupe d'adolescents qui décident de mener sa propre enquête afin de découvrir la vérité derrière une série de meurtres mystérieux dans leur ville, et donc de découvrir le meurtrier. Le groupe se fait aider par la police locale, et notamment par un petit inspecteur gentil et un peu bouffon, nommé Adachi, qui se révélera être, à la fin du jeu, ça je l'ai dit, le véritable
tueur derrière toute cette merde. Bon, déjà, l'identité d'Adachi en tant que méchant est ultra évidente pour tout le monde après la 5e heure de jeu. Les indices sont relativement transparents, ce qui diminue grandement l'impact du twist, et c'est littéralement la seule raison pour laquelle le jeu met l'accent sur lui tout au long de l'intrigue. Tous les autres persos du jeu ont des rôles à jouer, sauf Adachi, donc forcément, c'est forcément un méchant, il n'a pas d'autre rôle. Pourquoi il serait là si c'est pas pour être le méchant surprise? De plus, avant que son rôle en tant que méchant ne soit révélé, eh bien Adachi est dépeint comme un personnage un peu concon, un peu excentrique, mais sa personnalité change radicalement après le dévoilement, ce qui peut sembler plus qu'incohérent. Enfin bref, c'est pas le même perso, c'est toujours les mêmes problèmes avec les twists vilains de toute façon. Adachi n'a pas inventé l'eau chaude, non seulement il pue la merde, mais il pue la merde de manière totalement cliché. Et pour finir, les motivations d'Adachi en tant qu'antagoniste ne sont ni bien expliquées, ni bien justifiées. D'autant qu'il n'a pas été suffisamment développé en tant que méchant. Je veux dire, le jeu Persona 4 fait à peu près 70 heures, et Adachi est gentil pendant 69h30, puis devient méchant à la fin, on le tue et le jeu se termine. Voilà, bon. Comment vous dire ça? Je sais pas comment décrire cette merde. Bref, c'est de l'art à ce niveau-là. Toutefois, il existe des instances de twist vilains qui sont bien faits, qui sont bien écrits, attention. On peut citer par exemple le Rourke de l'Atlantide, l'Empire perdu, donc autre film de Disney, qui lui fonctionne, parce que non seulement le fait qu'il devienne méchant, c'est foreshadowé sans pour autant que ce soit évident, et qu'en plus, le mec ne change pas de personnalité. Il conserve son côté badass impassible, et il ne se met pas à lâcher des rires démoniaques de nulle part. Mais je dirais que les twists vilains les mieux écrits de la fiction, selon moi, ne sont autres que, et attention, je vais spoiler la saison 2 de l'Attaque des Titans, donc voilà, garez-vous si vous voulez pas être spoilé. Évidemment, je parle de Reiner et Bertholdt. Je veux dire, tout est incroyable chez ces deux mecs-là, même la révélation en elle-même est folle, c'est vous dire. Bon, remettons tout ça un peu dans son contexte. SNK prend place dans un monde où les humains vivent confinés, derrière d'immenses murailles afin de se protéger des titans, des créatures géantes anthropophages. Bon. Le protagoniste, Eren, vit relativement heureux dans son village, avec sa famille, jusqu'au jour, hélas, de l'apparition soudaine du titan colossal et du titan cuirassé, qui détruisent les murs de sa ville, amenant à la destruction de sa maison, le meurtre de sa mère, poussant Eren Yeager et ses amis à rejoindre les rangs du bataillon d'exploration afin d'essayer de trouver un moyen de sauver l'humanité de l'extinction. Et justement, au sein de l'armée, Eren fait la connaissance de deux jeunes garçons qui deviendront ses frères d'armes avec le temps, j'ai nommé Reiner et Bertholdt, qui sont des mecs vraiment sympas et qui prouveront maintes et maintes fois qu'on peut compter sur eux, que c'est des mecs bien, et que voilà. Sauf que, et vous me voyez venir, il nous est révélé lors de la saison 2 que nos deux amis ne sont nul autre que les titans colossales et cuirassés, responsables de milliers de morts dont la mère d'Eren. Et le truc le plus fou avec cette révélation, c'est qu'elle survient pendant une conversation totalement ordinaire entre les personnages, avec Reiner et Bertholdt qui vident leur sac dans le fond de la scène en arrière-plan, sans fanfare ni mise en scène dramatique. C'est clairement la révélation la plus what the fuck que j'ai jamais vue en fiction, rien que pour cette mise en scène. Le mec il te révèle tout en arrière-plan. C'est complètement fou. Voilà. Et même dans le manga, hein. Dans le manga aussi, c'est plus ou moins mis en scène de la même manière. Bref, cette simplicité apparente contraste fortement avec l'importance de l'information révélée, créant ainsi une rupture de ton et de genre qui nous surprend, justement, totalement. Dans la plupart des œuvres de fiction en général, les révélations majeures sont généralement présentées de manière spectaculaire, avec des gros plans sur les visages des personnages, de la musique dramatique, etc. Bref, vous connaissez les bails. Sauf que la façon dont cette révélation est gérée dans Shingeki no Kyojin subvertit nos attentes en la rendant presque banale, cette révélation. Cela rend l'instant d'autant plus mémorable, et elle renforce la caractérisation de Reiner et Bertholdt en tant qu'individus profondément troublés par leurs actions et en conflit avec leur propre identité. Leur manière presque détachée de révéler leur véritable nature souligne leur propre désespoir. Les mecs veulent juste rentrer chez eux et arrêter d'avoir à mentir constamment à leurs potes. Les mecs n'en peuvent clairement plus, ils décident de tout dire à Eren et de lui demander tout simplement de le suivre, afin que cette mascarade s'arrête au plus vite. Mais surtout, ce qui fait que ce twist marche, c'est que Reiner et Bertholdt ne changent pas de personnalité d'un seul coup, au contraire, tu les vois pas en train de faire « haha, je suis méchant », voilà, non, pas du tout. Toutes les fois où on les avait vus sympathiser avec le reste du groupe, rire, pleurer, tout ça, c'était pas du mytho. Et c'est à ça que je fais référence quand je dis que Isayama, le mangaka de SNK, est un véritable génie. Je veux dire, ça aurait été tellement plus simple de faire Reiner et Bertholdt des méchants caricaturaux, mais pas du tout. Qui aurait pu croire, lors du premier épisode, en voyant le titan colossal et cuirassé tout défoncer et tuer des milliers de personnes, qu'il s'agit en fait de deux garçons effrayés, deux simples pions dépassés par une guerre qu'ils ne comprennent même pas. Je veux dire, quand j'ai vu Bertholdt s'effondrer en sanglots à la fin de la saison 2 à cause de sa culpabilité, c'est là que j'ai compris que SNK était un véritable truc de fou. C'est comme ça qu'on fait des twists vilains, les amis. De toute façon, pour ceux qui sont des habitués de ma chaîne, vous savez que le trope du « les méchants ne sont
en fait pas si méchants et les gentils ne sont en fait pas si gentils, bah ça fait partie de mes tropes préférés, hein. Que ce soit dans Spec Ops The Line, Unordinary, Assassin's Creed 1, Megamind, Shadow of the Colossus, Game of Thrones, Lisa the Painful, bref, vous avez compris, hein, voilà. Pour moi c'est du petit lait, hein. Pour moi c'est du petit lait, et ce n'est qu'à partir de la saison 2 que j'ai compris que SNK, voilà, quoi. C'est vrai que quand j'avais commencé SNK, de toute façon en plus on avait parlé dans ma vidéo de comparaison entre SNK et Mev Love, voilà, j'y étais allé vraiment entrer dans les pieds, hein, vu que tout le monde disait ouais c'est un truc de ouf et tout, moi dans ma tête c'est ouais, c'est sûrement de la merde, allez, je voulais faire mon rebelle, mais voilà, bon, la saison 2 m'a mis d'accord, voilà, la saison 2 m'a mis d'accord, j'ai dit ok d'accord, ok, voilà, je tire mon chapeau à Isayama et je ferme ma gueule, bref. Bon alors, on va s'arrêter ici, parce que cette vidéo commence à devenir un peu trop longue, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des exemples de bons ou de mauvais plot twists, ça me ferait vraiment plaisir de voir effectivement ce que vous considérez comme de bons ou de mauvais plot twists, ou alors des plot twists que j'ai totalement oubliés, hein, c'est possible. Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, et clairement j'en ai vraiment besoin, franchement, j'ai vraiment besoin que vous vous abonniez afin que je puisse continuer à vous délivrer des vidéos aussi de qualité et à ce rythme-là. Prenez soin de vous et à la prochaine.